Kenichi est un salarié japonais ordinaire. Un jour, alors qu'il se surmène comme d'habitude, il s'effondre sur le sol. Normalement, il devrait être envoyé dans un autre monde. Mais dans son cas, il survit et intente un procès à sa société pour pouvoir prendre sa retraite dans une ferme. La vie se passe plutôt bien pour lui. Mais tout à coup, alors qu'il se prépare à manger, il disparaît et apparaît au milieu d'une forêt. Il essaie de regarder autour de lui pour comprendre où il se trouve. Mais tout ce qu'il voit, c'est le squelette d'un chevalier déchu et un tas de plantes inconnues. Il a regardé beaucoup d'animes au cours de sa vie, et il sait qu'il s'agit probablement d'une aventure risquée. Pour le confirmer, il crie « Fenêtre d'état » pour voir s'il se passe quelque chose. À sa grande surprise, son écran de statut s'affiche, ce qui signifie qu'il est définitivement coincé dans un autre monde. Et honnêtement, cela ne le dérange pas. Il vérifie son statut, mais il est un peu confus car il ne voit pas de barre de HP à l'écran. En revanche, il dispose de son compte Amazon, ce qui lui permet de faire autant d'achats impulsifs qu'il le souhaite. Il a également accès à une boîte à objets. Alors, il ramasse une poignée d'herbes pour tester les possibilités de cette boîte. En y mettant les mauvaises herbes, il découvre qu'il peut en séparer et récupérer les composants individuels. Il décide aussi de tester le magasin et y jette un coup d'œil. Malheureusement, il a toujours besoin d'argent pour acheter des objets. Un message indique qu'il peut échanger les objets de sa boîte contre de l'argent. Mais pour l'instant, tout ce qu'il a, c'est de l'herbe, qui ne vaut pas grand-chose. Il n'a littéralement rien de valable à échanger. À ce rythme, il va probablement mourir de faim. C'est alors qu'il remarque l'équipement brillant du chevalier mort. Et, comme il est déjà mort, ce n'est pas comme s'il en avait encore besoin. La première chose que fait Kenichi, c'est d'acheter des produits de première nécessité et du pain au magasin. Ensuite, il enterre le squelette du chevalier pour lui rendre hommage, puis quitte la région sur le nouveau vélo qu'il vient d'acheter. Il part à la recherche d'un village pour parler à des gens et gagner de l'argent. Mais il n'a aucune idée de l'endroit où il se trouve. Pour l'instant, il décide d'établir un campement pour la nuit, car il ne trouvera rien aujourd'hui. Cependant, s'il ne trouve pas de ville, il prévoit de revendre certaines des choses qu'il achète au magasin pour en tirer un énorme profit. S'il y parvient, il devrait pouvoir survivre et s'épanouir dans ce monde. Mais il y a un problème. Jusqu'à présent, Kenichi n'avait pas pensé qu'il serait dangereux de se trouver au milieu des bois une fois la nuit tombée. Il se retrouve encerclé par une meute de loups qui n'ont pas l'air amicaux. Kenichi panique. Il sait qu'il est mort s'il n'agit pas immédiatement. Il se tourne donc vers son magasin et essaie d'acheter le plus gros fusil possible. Malheureusement, il n'y a pas d'arme à feu. Alors, il se contente d'acheter un tas de feux d'artifice. Les explosions effraient un peu les loups, mais ce n'est pas suffisant pour les faire fuir. Kenichi cherche désespérément autre chose. Il finit par trouver un lance-pierre qu'il utilise pour tirer des balles sur les loups. La force des balles est telle qu'elles assomment quelques loups et poussent les autres à reconsidérer leurs options. Kenichi n'est manifestement pas une proie aussi facile qu'il le pensait. Une fois que les loups reculent, il se précipite sur son vélo et s'enfonce dans la nuit, aussi loin que possible du territoire des loups. Le lendemain matin, Kenichi est épuisé par tout ce qu'il a fait à vélo. Mais il n'a toujours aucune idée de l'endroit où il se trouve. Il achète alors une échelle et un télescope pour grimper dans un arbre et observer les environs. Heureusement, il parvient à apercevoir une ville au loin. S'il s'y rend, il pourra enfin commencer à gagner de l'argent. Il entreprend alors un long voyage à travers les prairies. Mais lorsqu'il arrive enfin sur la route principale, il manque de se faire écraser. Le conducteur de la charrette s'excuse d'avoir failli le renverser. Se sentant mal, il propose à Kenichi de l'emmener en ville. Il se présente sous le nom de Fuyu, un marchand. À l'arrière du chariot se trouve une barde itinérante, qui est également une passagère. Pendant le trajet, Fuyu remarque quelque chose. Kenichi est habillé de façon plutôt étrange. Il lui demande alors pourquoi il se rend en ville, et Kenichi répond qu'il a l'intention d'y ouvrir un commerce. Ils finissent par franchir les portes de la ville. Fuyu dépose Kenichi devant son magasin, et ce dernier l'aide à décharger sa cargaison. Fuyu remercie Kenichi pour son aide.
Mais c'est Kenichi qui devrait être reconnaissant, car Fuyu l'a vraiment aidé. Pour montrer sa gratitude, il donne à Fuyu un sachet de poivre. Mais lorsque Fuyu comprend ce que c'est, il avertit Kenichi de ne pas le vendre dans cette ville. Il existe une mafia des épices, appelée Pikoba, qui détient un monopole total sur le marché des épices. Si Kenichi essaie de les concurrencer, il pourrait envoyer des assassins à ses trousses. Kenichi n'avait pas réalisé que le simple fait de vendre ses produits pouvait être aussi dangereux. Il est donc reconnaissant à Fuyu de l'avoir prévenu. Normalement, Fuyu ne voudrait pas risquer d'attirer l'attention de Pikoba. Mais, comme il s'agit d'une affaire privée entre lui et Kenichi, il décide d'acheter le poivre. Kenichi essaie de lui dire qu'il n'a pas à le payer, mais Fuyu insiste. Un marchand n'accepte jamais rien gratuitement, car cela signifierait qu'il doit une faveur à Kenichi. Kenichi peut comprendre cela. Il accepte donc le paiement de Fuyu. Mais même s'il lui a fait une réduction, il a quand même gagné beaucoup plus que ce à quoi il s'attendait. Il n'a payé que 1000 yens pour ce poivre, mais Fuyu a payé l'équivalent de 100 000 yens. Kenichi se promène un peu dans la ville et finit par trouver une auberge et un restaurant locaux. Il y entre et est accueilli par l'hôtesse Aslia. Il lui dit qu'il est ici pour se loger et elle est ravie de l'aider. Elle le conduit à la réception. Le prix d'une chambre est d'une pièce de cuivre et le paiement doit être effectué à l'avance. Kenichi lui donne donc l'argent. Il ne lui reste plus qu'à écrire son nom sur le contrat. Mais Kenichi se rend soudain compte qu'il ne sait pas écrire dans la langue du pays. Aslia remarque les vêtements étranges de Kenichi et lui demande s'il est une sorte d'ambassadeur étranger. Mais Kenichi lui répond qu'il est juste en ville parce qu'il veut monter sa propre affaire. Aslia lui apporte son soutien. Mais elle ne pense pas que Kenichi sera accepté par la guilde des marchands, qui exige de ses membres de savoir lire, écrire et compter, ce qu'il ne sait apparemment pas faire. Kenichi sait parfaitement lire et écrire, mais il ne comprend pas la langue de ce pays. Quant aux mathématiques, il est plutôt doué. Donc, cela ne devrait pas poser de problème. Aslia ne le croit pas. Alors, elle lui pose un problème de multiplication de base pour le tester. Kenichi répond instantanément, ce qui fait de lui un génie des maths dans ce monde. Aslia l'aide à écrire son nom sur le contrat. Et comme Kenichi a besoin d'apprendre à lire et à écrire, il lui demande si elle serait prête à lui enseigner la langue de ce pays. Il lui propose de lui donner des bonbons en échange des leçons. Lorsqu'elle entend bonbons, elle est totalement d'accord. Il est pratiquement impossible de s'en procurer dans le royaume de Kaden, car seuls les nobles ont le droit d'en acheter. En fait, si les nobles découvraient qu'elle a de si belles friandises, ils essaieraient donc probablement de les lui prendre. Mais elle refuse que cela se produise. Une fois qu'Aslia s'est calmée, elle commence à enseigner à Kenichi la langue de ce monde. Heureusement pour lui, elle est assez facile à comprendre, car elle est similaire au katakana japonais. Les chiffres suivent également le même système décimal, si bien que Kenichi ne tarde pas à lire et écrire parfaitement. Aslia est stupéfaite. Il a appris toute la langue en seulement quelques heures. Si Kenichi peut faire cela, alors il est certainement assez intelligent pour se faire un bon nom en tant que marchand. Elle commence donc à le considérer comme un bon partenaire de mariage. Kenichi pense qu'Aslia plaisante. Après tout, il est assez âgé pour être son père. Il ne prend donc pas sa déclaration au sérieux. Il termine le portrait qu'il avait dessiné d'elle. Et quand Aslia le voit, elle est folle de joie. Le dessin lui ressemble exactement. Normalement, seuls les nobles ont droit à un portrait. Kenichi lui a donné de délicieux bonbons et a dessiné un portrait pour elle. Elle ne peut donc pas le laisser partir sans lui donner quelque chose en retour. C'est pourquoi elle lui saute dessus, et cette nuit-là, Kenichi fait un clap. Le lendemain matin, Kenichi se rend à la guilde des marchands et rencontre l'un des représentants, car il souhaite s'inscrire. Le représentant lui donne des documents à remplir. Une fois terminé, il ne lui reste plus qu'à payer les frais d'inscription pour devenir officiellement membre de la guilde marchande. Les frais s'élèvent à une pièce d'argent, soit environ 50 000 yens. Il ne peut pas se permettre de tout payer en une seule fois. Il demande donc à payer en plusieurs fois. Heureusement, la guilde autorise les paiements partiels et Kenichi devient un membre officiel. La réceptionniste lui remet une carte d'identité et lui demande de la garder en évidence chaque fois qu'il fait des affaires. Elle sert de preuve qu'il fait partie de la guilde des marchands. Maintenant qu'il est inscrit,
Kenichi décide de se promener au marché pour voir les prix des marchandises. Globalement, tous les produits manufacturés sont très chers. Seuls les aliments sont à un prix raisonnable. Alors, Kenichi achète un sac de fruits à un vendeur. Le lendemain, Kenichi commence la construction de son stand pour vendre en ville. Aslia est impressionnée par la facilité avec laquelle il l'a fabriqué. Pendant qu'il installe des prospectus, Aslia remarque les pinces à linge qu'il utilise. Elles l'intriguent beaucoup, car leur design est vraiment sympa. Ici, elles sont faites de bois et d'un élastique, mais elles se cassent facilement. Elle lui demande s'il en vend. Kenichi n'y avait même pas pensé. Que quelque chose d'aussi simple que des pinces à linge puisse avoir autant de valeur. Plus tard dans la journée, Kenichi se rend au marché pour son premier jour en tant que marchand. Il trouve un bon emplacement à côté d'une vieille dame et lui demande si elle est d'accord pour qu'il y installe son étalage. Elle n'y voit aucun inconvénient. Kenichi sort alors son étalage de sa boîte à objets. Aslia est impressionnée par la sélection de marchandises de Kenichi. Elle regarde un peu autour d'elle et repère les pinces à linge qu'il vend. Comme elle les aime beaucoup, elle propose d'en acheter quelques-unes, ce qui surprend Kenichi, qui ne pensait pas qu'elle voudrait soutenir son concurrent. Aslia lui fait remarquer qu'il n'y a pas de règle interdisant d'acheter chez lui et qu'elle n'a pas l'intention d'avoir une sorte de rivalité avec lui. Au fur et à mesure que la journée avance, l'étal de Kenichi commence à attirer des clients. Ses marchandises se vendent rapidement, en particulier les pinces à linge, qui deviennent très populaires en raison de leur fiabilité. Kenichi pourrait probablement vivre de leur seule vente. Cependant, il sait que d'autres personnes finiront par créer des pinces à linge similaires, et il ne peut donc pas compter éternellement sur elles. À ce moment-là, un homme s'approche de l'étal de Kenichi. D'après le fait qu'il porte une épée à la hanche et des vêtements finement confectionnés, Kenichi peut dire qu'il doit s'agir d'un noble. L'homme dit qu'il veut voir le couteau de Kenichi. Kenichi le laisse le tester. Une fois que l'homme est satisfait des tests de tranchant, il demande le prix. Kenichi lui dit que le couteau coûte 2 pièces d'argent, ce qui est assez cher. Mais l'homme comprend pourquoi, car ce couteau est d'excellente facture. Il aimerait bien l'acheter, mais il a besoin d'une lame un peu plus longue. Kenichi vérifie donc dans son magasin s'il n'y a pas quelque chose de plus grand et finit par trouver un katana. L'homme adore le katana, mais Kenichi lui dit que le prix est d'une pièce d'or, ce qui est très cher. L'homme ne sait pas s'il doit l'acheter ou non. Alors que Kenichi regarde l'homme essayer de se convaincre que le sabre est une dépense nécessaire, une fille chatte commence à renifler son visage et à le lécher. C'est la première fois que Kenichi voit un peuple de bêtes. Il est donc un peu effrayé au début, mais il se calme rapidement et leur demande ce qu'ils veulent acheter. Ils lui disent qu'ils veulent le tissu qu'il utilise pour couvrir son étal. À l'origine, ce tissu n'était pas destiné à être vendu, mais Kenichi est un homme d'affaires. S'ils veulent le tissu, il le vendra. Il leur dit qu'un tissu coûte 3 pièces de cuivre, mais que s'ils veulent en acheter 3, il leur fera une réduction et ne leur demandera que 8 pièces de cuivre. C'est une bonne affaire pour eux, mais le peuple des bêtes est vraiment mauvais en mathématiques, donc ils ne comprennent pas du tout ce que Kenichi a dit et pensent qu'il essaie de les arnaquer. Le noble dit au peuple des bêtes que Kenichi leur dit la vérité et qu'ils n'ont donc pas à s'inquiéter de se faire arnaquer. Ils le croient sur parole et achètent dans les tissus. L'homme décide également d'acheter l'épée, car elle est incroyablement bien faite. À la fin de la journée, Kenichi fait un très bon profit. Pendant ce temps, ailleurs dans la ville, une servante qui a acheté les pinces à linge de Kenichi les montre à sa maîtresse, Primula. Margart demande à Primula si elles peuvent les utiliser dans le manoir, car elles lui faciliteraient beaucoup le travail. Primula trouve que c'est une bonne idée et dit à Margart d'aller en acheter d'autres demain. Mieux encore, elle veut vendre ses pinces à linge dans sa propre entreprise, car c'est une mine d'or d'opportunités. Elle s'en va demander la permission à son père. Ce soir-là, Kenichi prend un bain au bord du puits. Il aimerait vraiment avoir un bain chaud, mais les bains chauds n'ont pas encore été inventés. Il va donc devoir en fabriquer un lui-même. Il regarde dans le magasin pour voir s'il y a quelque chose qu'il pourrait utiliser pour faire un bain chaud, et trouve par hasard un tonneau à vendre. Il a donc l'intention de le remplir d'eau et de le mettre sur le feu pour qu'il puisse à nouveau prendre un bain chaud. Si son idée fonctionne, il pourra peut-être en tirer profit. Par ailleurs, Kenichi a beaucoup profité de l'écran de sa boutique en ligne, mais il n'a aucune idée de son fonctionnement ni de la façon dont les colis lui parviennent. Pour être honnête, c'est bien trop beau pour être vrai, et Kenichi craint qu'on lui vole son âme en guise de compensation. Mais pour l'instant, il ne sert à rien de s'inquiéter. Alors, il décide d'aller dormir. Pendant ce temps, dans la forêt,
il y a une petite fille nommée Anémone, et elle est actuellement en fuite. Le lendemain, alors que Kenichi prépare son magasin, il décide de mettre à jour son inventaire et met en vente quelques bijoux. Ce ne sont pas des pierres précieuses, mais elles sont jolies et il devrait pouvoir en tirer un bon profit. C'est à ce moment-là que Margaret, la servante d'hier, arrive et dit qu'elle est venue acheter d'autres pinces à linge. Kenichi lui demande combien elle veut en acheter et est surpris d'entendre qu'elle en veut 100. Mais elle a l'argent pour cela. Alors, il finalise la vente. Alors qu'il emballe les pinces pour elle, Margaret remarque certains des bijoux qu'il a disposés et demande s'ils sont faits de vrais diamants. Kenichi lui répond que les bijoux sont tous faits de verre poli, mais qu'ils sont tout de même très beaux. Margaret lui demande donc d'en mettre un de côté pour qu'elle puisse revenir l'acheter plus tard. Les affaires continuent comme d'habitude pendant le reste de la journée, mais juste au moment où Kenichi s'apprête à fermer boutique pour la journée, les hommes bêtes de la veille reviennent dans sa boutique. Ils ont l'air plutôt sérieux, et Kenichi craint qu'ils ne soient là pour le battre. Miyar s'approche de son visage et dit aux autres qu'elle sent une odeur d'épices venant de lui. Les autres bêtes commencent à faire la fête et demandent à Kenichi de leur vendre quelques-unes de ses épices. Mais celui-ci hésite à le faire après ce qu'il a entendu sur le syndicat des épices. Il n'a aucune idée de la façon dont ils opèrent et de ce qu'ils lui feront s'ils découvrent qu'il vend des épices. Alors, il ne veut pas prendre le risque. Les hommes bêtes ne cessent de le supplier de faire une exception, mais les habitants de la région leur disent qu'ils ne peuvent pas s'attendre à ce qu'un nouveau venu comme Kenichi prenne des risques pour eux. Les hommes bêtes semblent avoir compris le message. Kenichi ne peut pas leur vendre d'épices, mais il n'enfreint aucune règle s'il partage un repas avec eux. Il invite donc le groupe à venir manger avec lui, mais il devra le faire dans les bois pour ne pas attirer l'attention. Les hommes bêtes sont très heureux d'entendre cela, et plus tard dans la nuit, ils rejoignent tous Kenichi et Aslia à la périphérie de la ville pour qu'ils puissent commencer à cuisiner. Kenichi est sur le point de commencer à cuisiner quand Aslia lui demande si elle peut l'aider. Il lui dit de couper quelques légumes pour lui. Cependant, quand Aslia regarde les légumes, elle n'arrive pas à croire à quel point ils sont vibrants et juteux. Kenichi lui explique qu'il les a achetés dans un pays étranger et lui garantit qu'ils ont vraiment bon goût. Pendant que Kenichi et Aslia travaillent sur les légumes, Miyar et les autres hommes bêtes sont occupés à pêcher des poissons dans la rivière. Ils parviennent bientôt à en attraper une bonne quantité. Maintenant que tous les ingrédients sont prêts, Kenichi commence à préparer le poisson avec les épices et jette le tout dans une marmite pour le faire cuire. Le repas est finalement prêt et les hommes bêtes adorent. Ils n'ont jamais rien goûté de tel auparavant et sont donc très reconnaissants pour ce repas. Mais toute cette bonne nourriture leur donne une envie folle. Mais Kenichi ne voit pas d'inconvénient à leur en donner un peu à boire. Il sort donc une bouteille d'eau et leur verse un verre. En échange, il leur demande de jurer qu'ils ne parleront jamais à personne du repas qu'il leur a préparé. Aslia avertit Kenichi qu'il est un peu trop généreux, mais il ne voit rien de mal à laisser les hommes bêtes s'amuser, d'autant plus qu'ils ont l'air de bonnes personnes. Cette nuit-là, ils boivent ensemble, se baignent ensemble et finissent par s'endormir à la belle étoile. Miyar semble vraiment apprécier Kenichi à présent. Le lendemain matin, Kenichi revient à l'auberge et Aslia est un peu contrarié parce qu'il est resté dehors toute la nuit. Kenichi essaie d'expliquer qu'il n'a fait que passer la nuit avec un couple d'hommes bêtes à l'extérieur de la ville, mais à en juger par la fourrure de Miyar sur sa veste, elle pense que Kenichi a fait bien plus que passer la nuit. Elle est furieuse. Merci Daniel, je vais continuer à présent la lecture. Plus tard dans la journée, Kenichi prépare son magasin pour une nouvelle journée de travail. Pendant qu'il le fait, Margaret arrive avec Primula pour visiter le magasin de Kenichi. Kenichi est d'abord distrait par la beauté de Primula. Puis, il remarque Margaret debout derrière elle et réalise qu'elles doivent être ici pour acheter le collier que Margaret lui a demandé hier. Il le porte et Margaret le paie avant de le donner à Primula pour qu'elle puisse l'inspecter. Vu la qualité de la fabrication, elle a du mal à croire qu'il n'est pas fait de vrais diamants. Elle lui demande s'il en a d'autres en stock. Kenichi en achète plusieurs dans son magasin et les lui montre. Primula est incroyablement impressionnée par la qualité des produits de Kenichi
et par le fait qu'il possède une boîte à objets. Elle a une requête à lui faire. Elle lui dit qu'elle est la fille du propriétaire de la Malo Trading Company et que si Kenichi veut bien l'accompagner, elle aimerait le présenter à son père. Kenichi apprécie l'idée de rencontrer le propriétaire d'une importante société commerciale, mais il hésite à rencontrer des gros bonnets, car cela pourrait lui causer des ennuis. Cependant, Hanama lui dit que le père de Primula était bien connu en ville et que tout le monde dit que c'est un homme de bonne moralité. Donc, Kenichi n'a pas à s'inquiéter d'avoir des ennuis avec lui. Kenichi accepte donc d'accompagner Primula, qui l'invite à se joindre à elle dans sa calèche, pour rencontrer son père. En chemin, Primula lui montre des répliques de pinces à linge qu'elle a fabriquées. Bien que la forme en bois soit assez facile à copier, la pince sans métal était trop complexe à fabriquer pour son artisan. Kenichi comprend pourquoi ils n'ont pas réussi à trouver la solution, car même lui ne sait pas comment les ressorts sont fabriqués, mais il sait que c'est un processus compliqué. Ils finissent par arriver à la maison de Primula, et Kenichi est stupéfait de voir à quel point elle est immense. Mais, comparée aux maisons des nobles d'ici, Primula dit qu'elle est en fait assez petite. Ils entrent, et Kenichi est présenté au père de Primula, Malo. Ils se saluent tous les deux, et Malo invite Kenichi à s'asseoir pour qu'ils puissent commencer leur discussion. Une fois assis, Kenichi montre à Malo quelques-uns des bijoux qu'il possède, et Malo est aussi impressionné que Primula. De plus, Primula lui dit que Kenichi possède une boîte à objets, ce que Malo trouve intéressant, car il en a une lui aussi. C'est grâce à sa boîte à objets qu'il a pu monter sa société commerciale à ce niveau. Il pense donc que Kenichi pourrait réussir en l'utilisant correctement, même si pour l'instant, il ne l'utilise que pour stocker ses provisions. Quoi qu'il en soit, la raison pour laquelle Malo souhaitait rencontrer Kenichi est qu'il voulait discuter de la possibilité que Kenichi devienne le fournisseur officiel de la société Malo. Kenichi s'attendait à une telle proposition et suppose que Malo a l'intention de commercialiser ses produits de manière à maximiser ses profits. Cependant, si c'est ce que Malo recherche, Kenichi lui demande pourquoi il n'a pas continué à acheter les articles de son magasin à bas prix pour les revendre plus tard. Malo aurait certainement pu le faire, mais c'est une tactique commerciale sournoise. Et si Kenichi découvrait qu'il revendait ses produits sans autorisation, il ne serait pas très content. De plus, le fait d'avoir une conversation directe avec Kenichi donne à Malo un avantage sur ses concurrents, qui finiraient par l'approcher à leur tour. Cela dit, Malo souhaite entamer des négociations en vue d'un partenariat et propose à Kenichi de lui verser 50% du prix de vente au détail de ses produits. Kenichi aurait pu demander mieux, mais cela ne le dérange pas, car sa boutique en ligne lui rapporte déjà beaucoup d'argent. Il accepte donc l'offre de Malo, et les deux hommes se serrent la main. Il signe officiellement le contrat de fourniture, et les premiers articles qu'il fournit à Malo lui rapportent plus d'1 million de yens. Cependant, lorsque Primula voit tous les beaux bijoux que Kenichi a en stock, elle en tombe amoureuse et demande à son père si elle peut les acheter à Kenichi pour elle-même. Malo n'y voit aucun inconvénient, et Primula lui propose de lui payer 10 pièces d'or, ce qui équivaut à 2 millions de yens. Pour la première fois depuis son arrivée, Kenichi a un solde bancaire à 6 chiffres. Puisqu'il s'en sort si bien, il décide de commencer à mettre en place sa vie tranquille et achète une maison dans son magasin. Le lendemain, il quitte les murs de la ville et part dans la forêt à la recherche d'un bon endroit pour y installer sa maison. Avant de partir, il informe Aslia de son plan pour qu'elle ne s'inquiète pas. Mais elle trouve un peu étrange que Kenichi choisisse volontairement de vivre dans la dangereuse forêt au lieu de rester en ville. Une fois qu'il a trouvé un bon endroit, Kenichi achète un désherbeur et commence à aménager la zone. Mais il se heurte à un problème. Même si les autres articles de son magasin sont plutôt bon marché, le carburant est toujours cher, quel que soit le monde dans lequel on vit. Il n'y a rien qu'il puisse faire, alors il s'accommode du coût élevé du carburant et continue à travailler jusqu'à ce qu'il ait réussi à se frayer un chemin pour rentrer et sortir de la forêt. Après cela, il doit commencer à se débarrasser de tous les arbres. Il achète donc une tronçonneuse et commence à couper. Après plusieurs heures de travail acharné, Kenichi a finalement réussi à couper un grand nombre d'arbres dans la région, et il ne lui reste plus qu'à les écarter du chemin. Cependant, lorsqu'il essaie de placer les arbres dans sa boîte à objets, il n'y parvient pas. Il semble que les arbres soient trop longs pour y entrer. Il va donc devoir ressortir sa tronçonneuse et les couper en morceaux plus faciles à gérer. Il finit par raccourcir les arbres en bûches de 10 mètres, ce qui lui permet de les ranger dans sa boîte à objets. Il a presque fini d'enlever les arbres. La seule chose qui lui reste à faire est d'enlever toutes les souches, mais cela va demander beaucoup de travail, et le soleil se couche déjà. Le lendemain, Kenichi retourne dans la forêt pour terminer le travail, mais après avoir creusé la souche pendant un moment, il se rend compte que c'est beaucoup trop de travail pour un homme d'âge moyen comme lui. Plutôt que de s'abîmer le dos, il décide d'acheter une pelleteuse. Cependant, une fois qu'il l'a vue,
il se rend compte qu'il vient de dépenser 1,2 million de yens pour de la machinerie lourde, parce qu'il ne voulait pas faire de travail manuel. Il le regrette un peu, mais en même temps, cela signifie qu'il n'aura pas à travailler aussi dur. Alors, peut-être que l'investissement en valait la peine. Il démarre le moteur, mais il se rend compte que cet engin fonctionne au diesel et que son magasin n'en vend pas du tout. Il commence à paniquer car ce serait un énorme gâchis s'il ne pouvait pas utiliser la pelleteuse après avoir dépensé tant d'argent pour elle. Il réfléchit un instant et se rend compte qu'il pourrait probablement fabriquer son propre diesel en mélangeant du kérosène et quelques additifs. Mais au moment d'essayer, il se rend compte qu'il pourrait détruire le moteur de la pelleteuse s'il se trompait dans les proportions du mélange. Alors, pour être sûr, il décide de tester d'abord son mélange sur un générateur diesel. Après l'avoir rempli, il essaie de le mettre en marche. Il semble fonctionner correctement. Il sait donc que son diesel maison fonctionnera avec la pelleteuse, et il a l'intention de revenir demain pour terminer le travail. Entre-temps, il doit faire quelque chose pour lutter contre les insectes. Le lendemain, il décide de se rendre dans une boutique de magie locale pour acheter des pierres magiques anti-insectes. Lorsqu'il entre dans la boutique, le sorcier qui en est le propriétaire accueille Kenichi et lui demande d'où il vient, car il ne l'a jamais vu dans le coin. Kenichi explique qu'il est un étranger qui vient d'ouvrir une boutique en ville et qu'il est ici pour acheter des pierres anti-insectes. Le sorcier lui dit que ces pierres coûtent 3 pièces d'argent, mais que c'est très cher. Kenichi essaie donc de faire un marché et propose au sorcier de lui donner 2 oranges, s'il peut baisser le prix. Le sorcier n'a jamais vu d'orange auparavant, il pense donc qu'il s'agit d'une sorte de fruit exotique et accepte de faire une réduction à Kenichi pour cette raison. Plus tard dans la journée, Kenichi va parler à Hanama, qui lui dit que le sorcier est un homme très cultivé et que c'est donc une bonne personne à avoir comme ami. C'est à peu près tout le contraire du criminel recherché Chaga, dont les avis de recherche ont été placardés dans toute la ville. C'est le chef d'un groupe de bandits notoires, et la récompense pour sa capture est très élevée. En fait, cette nuit-là, Chaga organise un raid sur un chariot rempli d'esclaves en cours de transport. Et qui sait ce qu'il compte en faire? Le lendemain, Kenichi retourne dans la forêt pour pouvoir enfin utiliser sa pelleteuse. Et il ne regrette plus son achat. Non seulement elle lui facilite grandement le travail, mais elle est aussi très amusante. Maintenant, rien ne peut l'empêcher de réaliser son rêve de vivre une vie tranquille dans les bois. Mais après avoir dépensé autant d'argent pour la pelleteuse, il est dangereusement proche de la faillite. Il va donc devoir mettre un frein à tout progrès dans la construction. Un peu plus tard, Kenichi retourne voir Malo et Primula dans l'espoir de leur vendre du sel et du sucre pour faire un bon profit. Malo teste le sucre et est satisfait de sa qualité. Mais il ne peut pas l'acheter à Kenichi. L'État se réserve tous les droits sur le sucre et le sel, et Malo aurait des ennuis s'il les achetait auprès d'une source non autorisée. En revanche, les bijoux que Kenichi lui a vendus auparavant se vendent comme des petits pains, et Malo aimerait bien en acheter d'autres immédiatement. Les bijoux supplémentaires que Kenichi vient de vendre lui ont rapporté 15 pièces d'or, soit environ 3 millions de yens. Il a maintenant assez d'argent pour acheter la cabane en rondin qu'il a trouvée dans son magasin. Honnêtement, il n'arrive toujours pas à croire qu'une cabane entière est en vente dans son magasin, et ce pour seulement 1 700 000 yens. Cela semble presque trop beau pour être vrai, mais Kenichi ne veut pas rater l'occasion et achète la cabane. Malheureusement, la cabane doit provenir d'IKEA, car lorsqu'il l'achète, il se retrouve noyé dans une pile de planches de bois et des instructions qu'il ne sait pas comment suivre. Il prend le temps de lire les instructions à la main, et comme il le craignait, le montage de cette chose va être une véritable galère. Mais il a déjà payé, alors il n'a pas d'autre choix que d'en finir. Alors que Kenichi commence à construire, les hommes bêtes de tout à l'heure passent par là. En signe de gratitude, il décide d'aider Kenichi dans sa construction. Plusieurs semaines passent, et grâce à l'aide des hommes bêtes, Kenichi a pu progresser régulièrement dans la construction de sa cabane, tout en gardant son échoppe ouverte. Après un peu moins d'1 mois de travail, la construction de la cabane est enfin terminée. Il n'aurait pas pu faire tout cela en si peu de temps sans l'aide des hommes bêtes. Alors, pour les remercier, il organise une belle fête barbecue. Cependant, même si la cabane est enfin terminée, il reste encore une tonne de choses que Kenichi doit faire par lui-même, comme peindre les murs et le toit et produire de l'électricité. Il lui a fallu 1 mois de plus pour s'occuper de toutes ses affaires, mais une fois que tout a été fait, la maison de Kenichi est complètement autosuffisante. Il a construit une clôture autour de sa maison et de sa ferme. Et pour ce qui est de l'électricité, il a installé quelques panneaux solaires. Maintenant qu'il a enfin fini d'aménager la maison de ses rêves, la première chose que fait Kenichi pour fêter l'événement est de prendre un bon bain chaud, même s'il doit encore trouver un moyen d'avoir de la plomberie à l'intérieur, car il a dû faire plusieurs voyages à vélo pour remplir sa baignoire. Le lendemain matin,
Kenichi retourne à l'auberge pour annoncer à Aslia qu'il a enfin terminé sa cabane dans la forêt et qu'il ne restera donc plus à l'auberge. Aslia est un peu surprise, car elle ne pensait pas que Kenichi était sérieux lorsqu'il a dit qu'il voulait construire une maison dans la forêt. Mais elle est également heureuse qu'il ait pu atteindre l'un de ses objectifs, même si cela signifie qu'elle ne pourra plus le voir aussi souvent. Le lendemain, Kenichi se réveille dans sa cabane, et comme le temps est magnifique, il décide de sortir pour prendre quelques photos des fleurs locales. Cependant, sa petite balade est interrompue lorsqu'il manque de se faire tirer dessus par une flèche. Kenichi est tellement surpris qu'il tombe de son vélo, mais d'autres flèches sont tirées vers lui et il se réfugie derrière un arbre. Ceux qui tirent les flèches sont de nouveaux hommes bêtes qui vivent dans la forêt. Pour leur défense, ils étaient là pour chasser et l'ont donc instinctivement attaqué. Mais même après avoir réalisé que Kenichi est l'humain qui a construit une maison dans cette forêt, il s'en fiche et décide de le tuer quand même. Kenichi n'a aucune idée de la raison pour laquelle les hommes bêtes l'attaquent, mais il n'a pas l'intention de rester les bras croisés et de les laisser faire ce qu'ils veulent. Alors, il fouille dans son inventaire et sort son lance-pierre pour riposter. Les hommes bêtes sont un peu effrayés, car ils ne s'attendaient pas à ce que le faible humain riposte. Ils commencent à réévaluer leur choix lorsque Kenichi leur lance des feux d'artifice et sort sa pelleteuse. Les hommes bêtes n'ont pas l'intention d'attendre de voir ce que cette chose peut faire. Alors, ils s'enfuient tous. Kenichi se demande ce qui s'est passé, mais juste à ce moment-là, il remarque un animal blessé qui crie de douleur au pied de l'arbre. Il a reçu une balle dans la patte et ne tiendra probablement pas longtemps si Kenichi ne fait pas quelque chose rapidement. Il s'approche du chat, mais celui-ci ne lui fait pas confiance et grogne lorsqu'il s'approche de lui. Kenichi ne veut pas se faire mordre, alors il dépense un peu d'argent pour acheter une armure de coussin au cas où le chat essaierait de le mordre. Mais alors qu'il s'apprête à retirer la flèche, le chat se défend à peine. Il doit donc être à bout d'énergie. Kenichi achète donc une bouteille d'alcool pour désinfecter la plaie et applique ensuite une crème antibiotique. Les blessures du chat ont été soignées, mais il n'y a toujours aucune garantie qu'il survivra à l'air libre. Alors Kenichi décide de le ramener chez lui. Il installe une couverture pour que le chat puisse se reposer. Mais il n'a toujours pas bougé d'un poil depuis qu'il l'a soigné, et il commence à s'inquiéter. Il n'a pas vu de vétérinaire depuis qu'il est arrivé dans cette ville, mais il y a peut-être une sorte de magie de guérison qu'il peut utiliser. Alors, il va demander au sorcier ce qu'il en est. Le sorcier écoute l'histoire de Kenichi et se rend compte qu'il a dû trouver un lynx. Mais il ne comprend pas pourquoi Kenichi voudrait s'embêter à le soigner, puisqu'il pourrait facilement le tuer et vendre sa fourrure pour en tirer un bon profit. Le sorcier n'étant pas d'une grande aide, Kenichi retourne à l'extérieur. Alors qu'il passe par là, Mihar saute sur lui et commence à renifler. Elle sent l'odeur d'un lynx sur lui et son peuple considère les lynx comme des messagers de Dieu. Alors, elle est très excitée et veut le voir de ses propres yeux. Elle suit Kenichi jusqu'à sa maison. Et dès qu'elle voit le lynx, elle peut déjà dire que sa blessure a été causée par les hommes bêtes. Elle jure de leur faire payer. Pendant ce temps, le lynx semble aller un peu mieux, mais il continue d'essayer de lécher sa blessure, si bien que Kenichi est obligé de lui coller un cône sur la tête. Mihar est impressionnée par les compétences de Kenichi en matière de soins de santé. Elle lui demande s'il était médecin, mais il lui répond qu'il connaît juste quelques notions de premier secours. Mihar veut remercier Kenichi d'avoir sauvé le lynx, alors elle sort et chasse rapidement pour lui donner de la viande d'oiseau. Une fois qu'elle a ramené sa prise, Kenichi la fait griller pour leur dîner. Après le repas, Mihar est épuisée et demande à Kenichi de la laisser passer la nuit ici. Kenichi lui demande si elle peut laisser tomber son travail et passer la nuit ici, mais elle est plus préoccupée par le lynx que par son travail en ce moment. Kenichi accepte de la laisser passer la nuit, mais il n'a qu'un seul lit. Alors Mihar suggère qu'ils dorment tous les deux ensemble, et Mihar finit par se retrouver sur Kenichi. Plus tard dans la nuit, quelques jours plus tard, le chat semble aller beaucoup mieux, et Kenichi décide de commencer à travailler dans sa ferme. Mais même s'il peut acheter des semis et des outils pour sa ferme, il doit toujours penser à sa situation en matière d'eau, car devoir courir jusqu'à la rivière chaque fois qu'il veut arroser ses cultures serait très pénible à gérer. La première chose qui lui vient à l'esprit est de construire un puits avec une pompe, mais ce sera pour demain, car il est trop fatigué pour le faire aujourd'hui. Il va se coucher. Le lendemain matin, il se réveille avec la sensation du lynx qui lui a sauté sur l'estomac. Même si cela lui fait mal, il est heureux de voir que le lynx est plein d'énergie. Alors, il lui enlève son cône et le relâche dans la nature pour qu'il vive sa vie. Revenons à l'affaire du puits. Kenichi décide de prendre quelques jours de congé pour s'occuper de son étable afin de pouvoir y travailler. Il perce un trou dans le sol et installe une pompe électrique, ce qui lui permet d'avoir accès à de l'eau fraîche chaque fois qu'il en a besoin. Pour fêter l'événement, il commence à remplir sa baignoire pour faire trempette, mais tout à coup, il entend Primula l'appeler. Il est surpris de la voir ici. Primula lui explique qu'il n'a pas ouvert son magasin aujourd'hui,
qu'elle s'est inquiétée et que Mihar lui a parlé de sa cabane. Alors, elle a décidé de lui rendre visite. Elle est impressionnée par le fait que Kenichi a pu construire tout cela tout seul, mais elle remarque ensuite la pelleteuse géante à côté de sa maison et lui demande ce que c'est. Kenichi ne veut pas avoir à expliquer le fonctionnement de cette chose. Alors il dit simplement qu'il s'agit de son familier invoqué pour rester simple. Primula le croit totalement, mais maintenant elle pense que Kenichi peut faire de la magie. Alors, il lui demande de garder le secret quand elle rentrera à la maison. D'ailleurs, à cette heure-ci, les portes de la ville ont déjà dû être fermées, et Primula ne pourra plus rentrer chez elle. Primula le sait déjà. C'est pourquoi elle a l'intention de passer la nuit avec Kenichi. Même lorsque Kenichi l'avertit qu'il n'a qu'un seul lit, elle insiste pour dire que c'est bon. À ce moment-là, elle remarque le tonneau derrière lui et demande à quoi il sert. Kenichi lui explique qu'il s'agit d'un bain chaud, ce qui enthousiasme Primula, qui demande à l'essayer. À la tombée de la nuit, Kenichi a réchauffé le bain, et Primula y entre donc. Elle adore la sensation de chaleur, mais le fait qu'elle se trouve au milieu des bois la rend un peu mal à l'aise, et elle commence à appeler Kenichi. Kenichi lui dit qu'il est assis de l'autre côté du mur, mais Primula dit qu'elle se sentirait mieux si elle pouvait le voir face à face. Après avoir pris son bain, Kenichi lui donne un peignoir pour qu'elle s'y change, et elle est ravie de la chaleur qu'il dégage. Alors, elle demande à Kenichi s'il peut le lui vendre. Kenichi lui dit qu'il n'est pas à vendre, mais elle continue à le supplier, et il finit par accepter de lui vendre quelques peignoirs. Primula n'en revient pas de la variété de produits que Kenichi a à sa disposition. Elle est persuadée qu'il pourrait devenir le plus grand marchand du royaume s'il essayait de le faire. Cependant, Kenichi n'est pas intéressé par un tel objectif, car cela lui causerait beaucoup d'ennuis s'il attirait l'attention des nobles de la région. Tout ce qu'il veut, c'est mener une vie tranquille et gagner suffisamment d'argent pour être à l'aise. Primula lui promet donc de faire tout ce qui est en son pouvoir pour l'aider à mener une vie tranquille. Un peu plus tard, ils vont se coucher. Mais Kenichi ne veut pas que ce qui s'est passé avec Mihar se répète. Il décide donc d'acheter un deuxième lit à Primula pour la nuit, afin d'éviter tout malentendu. Pendant ce temps, dans le camp des bandits, Shaga semble avoir reçu un travail de la part de quelqu'un de très important, ce qui pourrait lui valoir des ennuis à l'avenir. Le lendemain matin, Kenichi ramène Primula chez elle et décide de parler à Malo des peignoirs dont Primula lui a parlé. Malo est intrigué par ce tissu étrange et pense qu'il se vendra très bien. Puisqu'ils en sont là, Kenichi décide d'évoquer la possibilité de vendre quelque chose d'un peu plus épicé. Primula semble intéressée, mais Malo rejette immédiatement cette idée. C'est alors que Margaret entre dans la pièce pour apporter à Malo les registres qu'il a demandés. Comme Kenichi semble un peu curieux, Malo explique qu'il est en train de réécrire tous les anciens registres parce que l'Empire vient de mettre au point un nouveau système génial de suivi des ventes, appelé comptabilité en partie double. Kenichi est surpris, car le système de comptabilité en partie double était courant au Japon. Cela l'amène également à se souvenir d'une phrase de Malo, selon laquelle l'influence de l'Empire s'étendrait plus rapidement grâce aux nouvelles inventions d'un homme en particulier. En effet, Malo était sur le point d'aller tester l'une des dernières inventions de cet homme, et à la surprise de Kenichi, il s'agissait d'une pompe à eau. Kenichi avait déjà des soupçons avant cela. Mais pour que quelqu'un invente une pompe à eau aussi facilement, il faudrait qu'il connaisse déjà son fonctionnement. Ce qui signifie qu'il y a peut-être quelqu'un d'autre dans ce monde qui a été envoyé ici par le Japon. Kenichi est légèrement inquiet, puisqu'il a maintenant de la concurrence. Les jours suivants, Primula rendra occasionnellement visite à Kenichi et passera la nuit chez lui. Mais ce soir est spécial, car elle doit partir demain pour une tournée de ravitaillement, et ne pourra donc pas lui rendre visite pendant un certain temps. Elle demande à Kenichi s'il a encore cette chemise de nuit épaisse, car elle aimerait la lui acheter. Kenichi demande alors s'il y a un homme qu'elle essaie de séduire, et Primula répond en disant que c'est lui qu'elle recherche. Kenichi ne sait pas quoi répondre, mais il pense que ce n'est pas bien pour lui d'avoir ce genre de relation avec Primula. D'autant plus qu'il est ami avec Malo et qu'il n'y a aucune chance que Malo soit d'accord pour que Primula ait une relation avec un vieil homme comme lui. Cependant, Primula dit à Kenichi qu'elle a déjà obtenu l'accord de son père et que cela ne posera donc pas de problème. Malgré cela, Kenichi a encore beaucoup trop de choses à faire en ce moment et il ne peut pas gérer une relation. Il demande à Primula si elle accepterait de mettre la discussion sur la relation en suspens pendant un certain temps. Primula comprend, mais elle dit qu'elle aimerait partager le même lit que Kenichi au moins une fois avant de partir, même si c'est juste pour dormir à côté de lui. Le lendemain matin, Kenichi reçoit la visite inattendue d'un chevalier, qui s'avère être celui à qui il a vendu une épée la dernière fois. Son nom est Norsbal, et il a été envoyé ici pour enquêter parce qu'il y a eu des rapports sur un vieil homme étrange vivant dans les bois. Mais comme il connaît déjà Kenichi, il peut affirmer qu'il ne se passe rien de sinistre ici. Avant de partir, il raconte à Kenichi une nouvelle intéressante qu'il a entendue récemment. Un mage de l'Empire a créé un condiment merveilleux, la mayonnaise,
et il a réussi à vaincre un dragon avec ce condiment. Il ne fait aucun doute pour Kenichi que cet homme mystérieux doit venir du Japon. Avec tout ce qu'il a accompli jusqu'à présent, Kenichi se sent vraiment surclassé. Mais comme il n'a pas l'intention de le rencontrer de sitôt, il décide de ne pas s'en préoccuper pour l'instant. Le mois suivant se déroule sans problème. Kenichi est assis à son étal un après-midi lorsqu'il se rend compte que la caravane d'approvisionnement de Primula devrait bientôt revenir. Il prévoit donc de lui rendre visite dans la journée. Cependant, à ce moment-là, il entend une grande agitation sur la place de la ville et se lève pour aller voir de quoi il s'agit. Apparemment, une caravane a été attaquée par des bandits et tout le monde à bord a été kidnappé, y compris Primula. Malo supplie les aventuriers dans les rues de l'aider à sauver sa fille. Mais comme le bandit qu'il a enlevé est l'infâme hors-la-loi Shaga, personne ne veut prendre le risque de s'opposer à lui. Il faudra des jours avant que l'ordre des chevaliers ne puisse organiser une mission de sauvetage. Dans ces circonstances, pendant ce temps, Primula est enfermée dans une cage par Shaga et ses hommes de main. Elle est encore indemne pour l'instant. Mais c'est parce que Shaga a l'intention de la vendre à des nobles malades pour arrondir ses fins de mois. Ses chances de s'échapper par ses propres moyens sont pratiquement nulles. Malo sait que ce n'est qu'une question de temps avant que Primula ne connaisse un sort terrible. Il est donc prêt à tout pour la sauver, et se tourne vers Kenichi pour lui demander de l'aide. Kenichi n'est absolument pas capable de se battre, mais il se soucie beaucoup de Primula, et il finit par accepter de faire quelque chose pour remédier à la situation. Cependant, il n'a pas assez d'argent pour mener à bien son projet. Il dit donc à Malo qu'il va avoir besoin d'argent pour faire ses préparatifs. Sans hésiter, Malo lui tend un sac de pièces d'or, car il est prêt à donner à Kenichi toutes les pièces qu'il possède, à condition qu'il puisse ramener Primula saine et sauve. Kenichi explique à Malo que la base d'opération de Shaga se trouve dans les ruines à 50 km à l'ouest de Dahlia, et que c'est une sacrée distance. Il regarde les voitures disponibles dans son magasin et décide finalement d'acheter un camion. Mais avant de le faire, il prévient tout le monde qu'il est sur le point d'utiliser la magie d'invocation et qu'il faut donc s'éloigner. Il entonne ensuite un petit chant ridicule pour faire croire à tout le monde qu'il s'agit bien de magie d'invocation. Et une fois que son camion apparaît, il monte dessus et demande si quelqu'un est prêt à venir se battre avec lui. Shaga a une énorme prime sur sa tête. Alors s'ils parviennent à le battre, il y aura une énorme récompense pour tout le monde. Cependant, aussi attrayant que cela puisse paraître, personne n'accepte l'offre de Kenichi, car Shaga est une trop grande menace. Kenichi commence à s'inquiéter de devoir faire cela tout seul, mais c'est alors que le lynx qu'il a sauvé le mois dernier s'approche de lui. Même s'il ne parle pas le langage des chats, il peut dire que le lynx lui dit qu'il veut l'aider. En parlant de chats, Miyar et les autres hommes bêtes veulent aussi aider Kenichi, car ils lui doivent une faveur pour toute l'aide qu'il leur a apportée. Kenichi est heureux de voir qu'il a des gens de son côté. Alors, pour les préparer au combat, il achète un arc à poulies pour Miyar, et une hache et quelques épées pour les frères de Miyar. À ce moment-là, il entend quelqu'un dire qu'il veut l'aider, et quand il regarde en bas, il trouve Paul debout. Kenichi est beaucoup plus rassuré de savoir qu'un chevalier expérimenté va les accompagner. Mais il est un peu curieux de savoir pourquoi Paul se promène en ville, avec son armure complète. Paul explique qu'il vient de faire fabriquer sa nouvelle épée avec l'acier que Kenichi lui a donné, et qu'il a donc cherché toute la journée une occasion de l'utiliser. Tuer des bandits serait l'excuse parfaite. Il y a encore une personne qui dit vouloir venir, mais il s'agit du propriétaire du magasin de magie. Kenichi essaie de lui dire que c'est trop dangereux pour un vieil homme comme lui. Cependant, le vieil homme révèle qu'il était un mage à l'époque. Et bien qu'il soit vieux, ses sorts de feu sont toujours aussi mortels qu'à l'époque de sa splendeur. Kenichi reconnaît que l'homme serait utile au combat et le laisse donc venir. Mais Hanama dit alors qu'elle veut venir aussi. Kenichi tente de lui dire de rester en arrière, car elle ne pourrait rien apporter dans un combat. Mais même si elle n'est pas capable de se battre, elle dit qu'elle peut toujours apporter un soutien moral et préparer de la nourriture pour le groupe. Elle promet également de s'enfuir à la seconde où le combat commencera, afin que Kenichi n'ait pas à se préoccuper de sa protection. Il finit par accepter d'emmener Hanama avec lui pour le soutenir moralement. Mais il s'arrête quand Malo dit qu'il veut venir aussi. Kenichi lui dit alors de rester ici et d'attendre que Primula revienne saine et sauve. Kenichi demande une fois de plus si quelqu'un d'autre veut venir avec eux, mais tous les autres sont trop effrayés à l'idée de se battre contre Shaga. Alors, ils reculent tous et la foule disparaît. Avant de partir, Kenichi se rend à la guilde et s'inscrit en tant qu'aventurier, tout en signalant officiellement qu'il va s'occuper de la prime de Shaga. Le groupe part ensuite dans le camion de Kenichi, mais alors qu'il quitte la ville, tous les gens qui étaient trop effrayés pour se battre commencent à se moquer de lui, parce qu'ils pensent que Kenichi va juste s'enfuir avec l'argent que Malo lui a donné. Pendant ce temps, dans les ruines, la cellule de Primula est ouverte pour que la fille que Shaga a capturée comme esclave puisse lui apporter de la nourriture. Cependant, Primula remarque que la jeune fille est affamée et lui propose de lui donner du pain à la place. La jeune fille est reconnaissante de la gentillesse de Primula et commence à manger tout de suite. Pendant qu'elle mange,
Primula lui pose quelques questions. Elle apprend que la jeune fille est également retenue en captivité ici, et lui demande donc si elle veut s'échapper avec elle. La jeune fille aimerait bien sortir d'ici, mais elle ne pense pas que ce soit possible dans les circonstances actuelles. Cependant, Primula est sûre que ce n'est qu'une question de temps avant que les secours n'arrivent. Après s'être rapprochés de la base, Kenichi et les autres s'arrêtent pour faire une pause. Une fois qu'ils ont fini de manger, Kenichi fait asseoir tout le monde pour commencer leur réunion stratégique. Kenichi propose un plan d'assaut de base, et tout le monde pense que son plan est bon. Ils se mettent donc tous en position, et Miyar est envoyé en reconnaissance. Kenichi parvient à rester en contact avec elle en utilisant des radios qu'il a achetées. Mais pour rester simple, lorsque Miyar pose des questions sur la radio, il lui dit simplement qu'il s'agit d'un appareil magique qui leur permet de parler sur de longues distances. Maintenant que Miyar est en mesure de jouer le rôle d'éclaireur, Kenichi et les autres montent tous dans le camion pour se mettre en route. Hanama reste en arrière pour sa propre sécurité, car il n'y a aucune garantie de victoire. Kenichi demande à Hanama d'aller contacter la guilde des aventuriers s'ils ne reviennent pas dans la journée. Tard dans la nuit, Kenichi demande à Miyar de faire le point sur les bandits. D'après ce qu'elle voit, il semble que les bandits fassent la fête. En fait, la plupart des bandits sont ivres en ce moment, et c'est donc l'occasion rêvée pour eux d'attaquer. Avant qu'ils n'entrent, l'un des hommes bêtes attire l'attention de Kenichi et lui tend une noix. Kenichi demande ce que c'est, et l'homme bête lui explique qu'il s'agit d'une pilule pour l'aider à oublier qu'il va devoir tuer des gens. Apparemment, cela suffit à Kenichi, qui avale une bouchée de la pilule et se retrouve instantanément embarqué dans le voyage le plus intense de sa vie. Kenichi ne sait presque plus ce qui se passe, mais il se souvient qu'il a une mission à accomplir. Alors, il prend le volant et commence à conduire comme un fou à travers la forêt. Dans le camp des bandits, tous les bandits sont encore occupés à s'amuser. Soudain, deux d'entre eux aperçoivent le camion qui s'approche et sont abattus d'une balle dans la tête. Parmi eux, le vieil homme grimpe donc sur le toit du camion et lance un sort d'explosion pour faire un trou dans la porte. À ce stade, tout le camp des bandits est en état d'alerte, mais il est déjà trop tard, car Kenichi et les autres ont réussi à pénétrer à l'intérieur. Comme les bandits ont beaucoup bu, ils sont tous ivres et n'ont pas d'armure. Miyar et ses frères peuvent donc se débarrasser rapidement des premiers qui arrivent à portée de tir. Paul sort alors du camion, et il est très excité à l'idée de teindre sa nouvelle épée avec le sang de ses ennemis. Kenichi est tellement impressionné par la force de Paul qu'il se laisse distraire, et un bandit tente de profiter de l'occasion pour le poignarder dans le dos. Mais heureusement, le lynx intervient pour le sauver juste à temps. D'autres bandits commencent à émerger des ruines. Alors Kenichi décide de sortir l'artillerie lourde et convoque sa pelleteuse pour les écraser. Le peuple des bêtes continue de faire de son mieux pour éliminer autant de bandits que possible. Et Paul est là en train de montrer sa supériorité sur les bandits. Alors que Kenichi tourmente les bandits avec sa pelleteuse, il perce accidentellement un trou dans l'un des murs et trouve une tonne de prisonniers des bandits à l'intérieur. Il vérifie si Primula est à l'intérieur avec eux, mais à sa grande horreur, il semble que Shaga ait anticipé leur mission de sauvetage, car il retient Primula en otage au sommet d'une tour. Primula est soulagé que Kenichi soit venu la sauver, mais Shaga est mortifié, car tous ces hommes ont été anéantis. Il pensait qu'un groupe serait envoyé pour sauver Primula, mais il n'aurait jamais imaginé qu'il serait aussi fort. Cependant, même dans la situation actuelle, Shaga pense toujours qu'il a le dessus, et il demande à Kenichi et aux autres de déposer leurs armes immédiatement, s'ils ne veulent pas qu'il la poignarde sur le champ. Ils se figent tous sur place, car ils ne veulent pas que Primula soit blessée. Mais Kenichi n'a pas l'intention de laisser Shaga s'échapper. Alors, pendant que Shaga ne regarde pas, il achète un pointeur laser et dit à Miyar de tirer sur Shaga quand il donnera le signal. Miyar comprend le message. Kenichi déplace le pointeur laser jusqu'à l'œil de Shaga pour l'aveugler, et à la seconde où Shaga lâche Primula à cause de la douleur, Miyar tire directement dans l'épaule de Shaga. Kenichi monte les escaliers en courant pour mettre Primula à l'abri. Alors que Shaga a retrouvé la vue et s'apprête à les attaquer tous les deux, heureusement, avant qu'ils ne puissent faire quoi que ce soit, l'esclave utilise une sorte de magie pour le faire tomber dans les escaliers. Une fois au sol, Shaga est parfaitement aligné pour que Miyar lui tire une balle dans la tête. Le groupe est victorieux et Primula est enfin en sécurité. La première chose qu'ils font est d'envoyer Nanji annoncer la bonne nouvelle à Hanama. Ensuite, Kenichi range ses véhicules et achète des vêtements pour tous les prisonniers qu'ils ont sauvés. Pendant qu'il se nettoie, il remarque la petite fille et demande à Primula de la laver. Pendant ce temps, il lui donne une paire de ciseaux pour lui couper les cheveux. Primula jette un coup d'œil aux ciseaux et demande immédiatement à Kenichi s'il peut lui en vendre d'autres, car ce serait un article très populaire. Mais les autres femmes lui rappellent alors qu'elle est nue, et elle recule, embarrassée. Une fois que tout le monde s'est habillé, Kenichi va parler à la petite fille et se présente à elle. Elle lui dit qu'elle s'appelle Anémon et qu'elle a une lettre importante à lui remettre. Il s'agit d'une lettre dénonçant le noble qui finance tous les enlèvements de Shaga.
Paul promet de s'assurer que ce noble sera puni pour ses crimes. L'incident est donc officiellement clos. Il semble qu'ils pourront rentrer en toute sécurité à Dahlia. Mais d'abord, tout le monde est très fatigué. Alors ils s'endorment pour la nuit. C'est la fin de l'épisode 4. Dites-moi en commentaire si vous voulez la suite. Abonnez-vous pour ne pas manquer la suite. C'était le Edge Recap.